Andelatte raconte. Christophe Andelatte. Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'histoire incroyable de la fuite du général de Gaulle à Baden-Baden, en Allemagne, en plein mai 68. Histoire que je tire du dernier roman de l'écrivain journaliste Georges-Marc Benamou, chez Grasset. Le général a disparu. Bonjour. Bonjour Christophe. C'est un roman, donc construit sur une trame historique, mais dans lequel vous vous êtes autorisé une liberté, celle d'imaginer ce que le général avait dans la tête à ce moment-là. Je suis resté fidèle à votre démarche. Voici donc cette histoire que j'ai écrite avec Simon Veil. Réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. On est à la fin du mois de mai 1968, le 28. De Gaulle est dans son bureau à l'Élysée. Depuis ce matin, il tourne en rond, un fantôme. Son visage est un masque dont les cernes sont marquées au burin. Depuis le début des événements, il a passé toutes ses nuits dans la pénombre du salon doré de l'Élysée, en robe de chambre, à lire les rapports de la préfecture de police et à écouter la radio. Oh, pas la radio publique, hein. Il est bien placé pour savoir qu'elle a reçu l'ordre de minorer les choses. Les radios périphériques. Europe numéro 1, bien sûr. Allô, Jacques Paris? Bernard Chazelle, allez-y. Allô, eh bien, je peux vous donner la signification des explosions que vous avez entendues. Il essaye de saisir l'événement, mais il ne voit que le chaos. Il ressent chaque barricade, chaque déflagration dans sa chair. 7 nuits. Il y a eu 7 nuits d'émeutes depuis début mai. Un torrent, une inondation générale. Les Français sont devenus fous. Hier, à l'aube, à 7h30 du matin, son Premier ministre Georges Pompidou est venu lui annoncer qu'il avait signé des accords avec la CGT, les accords de Grenelle. Tu parles ? 2 heures plus tard, les communistes ont annoncé une grande manifestation. Demain, on vient de lui faire passer sous la porte une note blanche des renseignements généraux. Ce sera la plus grosse manifestation depuis le début. La plus grosse! C'est entouré en rouge sur la note. Il pourrait être 1 million, et peut-être armé. Selon la note, des armes auraient été distribuées aux militants cégétistes, et c'est écrit noir sur blanc. À la faveur de la manifestation, les communistes chercheraient à investir l'hôtel de ville et peut-être l'Élysée. C'est écrit. Demain, le peuple marchera sur le palais, et il sera armé. Le palais ne tiendra pas. Ils se faufileront par toutes les portes. La rue du Faubourg Saint-Honoré, la rue de l'Élysée, la grille du Coq, l'avenue Gabriel et même la place Beauvau. Ce sera un jeu d'enfants. Ils entreront, ils débouleront en haut des marches et ils le trouveront là, seul, sans garde, sans protection. Lui se tiendra dans le bureau, derrière le bureau, devant le bureau, debout, assis. Il verra bien, mais la populace se jettera sur lui. Et quelques minutes plus tard, sa tête sera au bout d'une pique. Le général en est là, perdu dans cette vision d'effroi, quand on frappe à la porte de son bureau. On insiste. « Entre donc !» Le général lève les yeux, et il voit entrer, tête d'espion sur corps d'épicier, celui qui lui sert de grand chambellan. Jacques Faucard, le secrétaire général pour les affaires africaines, plus largement chargé des sales besognes. Il a une idée pour lutter contre la subversion. Nous avons des troupes, monsieur le président. Nous avons des troupes dans tout le pays, et des hommes sûrs. Nous devons organiser le sursaut de la nation, une grande manifestation de soutien, à la Concorde, le peuple debout contre le coup d'État rouge. Ne vous obstinez pas, Faucard. Ils étaient si peu à venir me rejoindre le 18 juin. Si peu. Mais enfin, monsieur le président, en plus des régiments que vous connaissez, nous pouvons compter à travers le territoire sur des milliers d'hommes, et pas que des gaullistes, hein, qui sont prêts à prendre les armes dans la journée pour vous défendre. Et on pourra aussi faire appel aux anciens de l'OS. L'OS! Ils sont motivés, mon général. Ils sont devenus inoffensifs. Et pour demain, Faucard, comment voyez-vous les choses? Concernant votre sécurité et celle de Madame de Gaulle, toutes les mesures ont été prises. Et s'ils attaquent le palais, s'il faut vous évacuer, j'ai fait venir des anciens de la 2e DB. Ils pensent qu'on peut poser un hélicoptère dans la cour, face au perron. Ça passe juste, hein.
Mais c'est possible. Le général se lève, il lui montre la porte. S'enfuir dans les serres. Mais quelle vulgarité! Ça serait piteux! Ça serait indigne! Ça serait... partir comme un voleur? Non. Non, il ne partira pas. La populace a ses trousses. Le général éteint la lumière de son bureau et il rejoint sa femme pour dîner. Ce soir, Madame de Gaulle n'a pas eu le cœur de regarder le journal télévisé sans lui. Les bombes, les barricades, les sauvages, les communistes. Elle a préféré s'épargner le spectacle. Il entre, il a faim. Jeanne, la domestique, apporte la soupe. Mitterrand, vous avez vu? Et il m'a poussé dehors dans sa conférence de presse. Vous auriez vu son air de comploteur au grand jour. Son menton de putschiste. Mais Madame de Gaulle ne moufte pas. Pas un mot. Le nez dans son assiette. Vous avez des nouvelles des enfants? Tiens, vous voulez des nouvelles de vos enfants? Enfin, vous savez bien où habitent Philippe et Henriette. Hein, une grande entreprise qui a son siège dans le même immeuble. Vous le savez, ça? Philippe vous l'a dit dimanche dernier, non? Ils vivent encerclés de grévistes. Le matin et le soir, ils sont humiliés par des ouvriers qui contrôlent l'entrée de l'immeuble. Et les enfants, pareil. Ça n'est plus possible, Charles. Si la colère monte, ils seront les premiers otages. Le général n'avait pas pleinement pris conscience de la situation. Il faut les mettre à l'abri, cette nuit, sans faute. Charles, vous n'avez pas le droit de mettre leur vie en péril. Vous n'avez pas le droit. Je les mettrai à l'abri demain. Ne vous inquiétez pas. Ils se lèvent tous les deux. Il la prend dans ses bras. Il l'emmène vers leur chambre. Charles, si vous aviez vu la haine. La haine de ce monsieur. Si vous aviez vu la haine. J'ai vite refermé la vitre, vous imaginez bien, mais je l'entendais hurler des insanités. Des insanités, Charles. Et là, le général comprend que cet après-midi, elle a encore été prise à partie alors qu'elle était en voiture à un carrefour, dans le 17e. Un homme l'a reconnue. Il s'est mis à l'insulter. Ça durait. Ça durait. Vous auriez vu son regard. À quoi ressemblait-il? Un monsieur. Français. Bien, apparemment. Un bourgeois, un monsieur bien mis dans une déesse. Ça aurait été un ouvrier en colère, une vendeuse du bon marché, passe. Mais un bourgeois, ça lui paraît vertigineux. Yvonne de Gaulle s'est endormie. Le général se redresse. Et à voix haute, au milieu de la chambre, il dit « Les communistes veulent s'emparer du palais demain et s'emparer de Gaulle. On ne s'attaque pas à un palais vide. » Elle n'a pas entendu. Elle dort déjà. Le général a décidé de partir. D'abord, il va mettre sa famille à l'abri, sa femme, son fils, sa belle-fille et les enfants. Où? Il n'a rien dit à personne. Même pas à son chef d'état-major. Je vais faire une tournée des popotes, hein? Je veux connaître l'humeur des armées de l'Est. Ah! Je vous demanderai de prendre mon fils et sa famille dans votre avion, hein? Ils doivent passer leurs vacances en forêt noire. Nous les déposerons au passage. Et à l'Élysée, à tous ceux qui s'étonnaient de ce remue-ménage de bon matin, de tous ces bagages, il a dit « Je suis épuisé. Hein? Je ne dors plus. Je vais me reposer quelques jours à Colombey. Il n'y a qu'à reporter le Conseil des ministres au lendemain. » Et les voilà donc, le général de Gaulle et son épouse, à l'héliport d'Issy-les-Moulineaux. Les 3 hélicos tournent déjà. Mais les bagages de madame ne rentrent pas, car la malle d'un hélicoptère Alouette 3 n'est pas plus grande que le coffre d'une voiture. Mais madame a tenu à emporter ses photos de famille, quelques bijoux, un peu d'argenterie de famille. Alors on essaye dans un sens, on essaye dans l'autre, on prend du retard. Et le général est là sur le tarmac en civil, agacé. Il a à la main
Un vieux cartable en cuir qui lui a déjà servi en juin 40 et dans lequel, avant de partir de l'Élysée, il a fourré 2 grosses liasses de billets directement tirés du coffre-fort des fonds spéciaux. Il n'a rien dit à personne de son plan. Sauf à Pompidou, son premier ministre, juste avant de partir. Il a commencé par lui dire, comme aux autres, qu'il allait se reposer à Colombey. Mais l'autre a senti. Je comprends que c'est grave, mon général. Et que peut-être vous ne reviendrez pas. Et quand bien même je ne reviendrai pas, hein? Je suis vieux. Vous êtes jeune. C'est vous qui êtes l'avenir. L'appareil suit la scène. Et puis, lentement, Paris n'est plus qu'une dérisoire tache grise. Saint-Denis, la Ferté-sous-Jouarre, Meaux, Château-Thierry, et en dessous, il les voit. Les usines piquées de drapeaux rouges. Il a bien eu raison, ça n'était plus tenable. Mais il n'avait pas imaginé sa fin comme ça. Sa sortie devant l'histoire. Finir ainsi, divorcé de la France, conspué comme Franco, insulté par la populace. Un vieux roi en déroute. Les 3 hélicoptères se posent à Saint-Dizier, normal. C'est là qu'il laisse en général l'hélico quand il va à Colombey. D'ailleurs, mission accomplie, l'hélicoptère de la gendarmerie qui leur ouvrait la route prend congé. Normalement, le colonel de Boissieu, son gendre, le seul qu'il a mis dans la combine et à qui il a demandé de passer prendre quelques papiers à Colombey, devrait être là, à l'attendre. Il n'est pas là. Et c'est embêtant parce que c'est lui qui a organisé la suite. Il faut pas traîner. Tant pis. Allez-y, décollez. Les pilotes s'exécutent. Mais quelle route? Quel cap? Vous prenez la route de l'Est. Le général sort de son cartable un stylo et un Bristol à En tête de la République. Et il écrit « Résidence du général commandant les forces françaises en Allemagne, Baden-Baden ». Le général tend le Bristol à son aide de camp, Floïc, qui le transmet au pilote. Et les voilà sur des cartes Michelin sur leurs genoux à chercher leur chemin pour Baden-Baden. L'aide de camp annonce. On navigue à vue, hein? On coupe les radios, on vole en race mode pour échapper au radar. La cime des sapins frôle la carlingue. Et De Gaulle, le Rhin, triste témoin d'éternelles alarmes, roule un flot toujours prêt à recueillir les larmes. Il va à Baden-Baden. Il va voir Massu, se fout de Massu, son chien fidèle, qui était de la 2e DB de la Libération de Paris, qui a fait l'Indochine, qui a bien failli le trahir en Algérie. Massu qui dirige aujourd'hui les forces françaises en Allemagne. C'est lui qu'il va voir. Et à Baden-Baden, Massu dort. Il fait la sieste, nu, dans le jardin d'hiver de son pavillon de chasse. Une sieste à l'africaine, comme on dit. Un jeune soldat vient le réveiller. Mon général, c'est pour vous. Et il lui tend un téléphone. Allô? Bonjour, mon commandant. Le général et Madame de Gaulle. Ils sont ici. Le général? D'accord. Écoutez, je suis à poil dans mon lit. Laissez-moi le temps de me préparer. Massu regarde sa femme qui vient d'interrompre une partie de Scrabble. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Pourquoi nous? Après tant d'années? Le général descend la passerelle de l'hélico. Massu s'avance vers lui, entouré de ses 2 adjoints en grand uniforme, solennel. Ah, Massu. C'est foutu, Massu. Tout est foutu. Les communistes, la paralysie du pays, la digue, je ne commande plus rien, Massu. Mais vous n'y pensez pas, mon général? Un homme de votre prestige. Massu prend le vieux général par le bras. Il le conduit vers sa résidence. Personne ne doit le voir dans cet état-là. Le général est maintenant affalé plus qu'assis dans un fauteuil. Il se lève lourdement. Donc, Massu, je me retire. On ne veut plus de moi. Les communistes ont provoqué la paralysie du pays. Et il enchaîne avec un récit d'apocalypse. C'est un torrent, Massu. C'est un torrent que je ne peux plus saisir. Je ne commande plus rien. Je n'ai plus de prise. Et comme je me sens menacé en France, ainsi que les miens,
Je viens chercher refuge chez vous. En face, le vieux para reçoit tout ça comme un uppercut. Voir le général comme ça, qui était un toit, ça le dépasse, ça le révulse. Un monde vacille. Il n'est pas un intime, hein. Il n'est pas un ami. D'ailleurs, le général a-t-il jamais eu un ami? Vous voyez, Massu, à présent, c'est le verdict. Ils ne veulent plus de moi. Ils me chassent. C'est une révolution, Massu. Une révolution. Les Français veulent ma mort. Imaginez que Madame de Gaulle a failli être lynchée. Il faut prévenir les Allemands, Massu, par courtoisie diplomatique, et ils le prendraient mal. Là-dessus, il passe à table, et c'est le moment que choisit Massu pour lancer sa contre-offensive. Mon général, pour vous et pour le pays, vous ne pouvez pas renoncer de la sorte. Vous allez vous déconsidérer par ce départ, vous allez ternir votre image. Votre devoir n'est pas de partir, mais une fois de plus d'agir. Ne me dites pas que des lycéens, des étudiants et même des communistes et la CGT sont plus dangereux que le Troisième Reich. Vous avez juste 15 000 gus à mater. Le général ne répond rien. Il lève les yeux. Il pousse un soupir fataliste. Mon général, à main nue, vous avez pesé autant que l'Amérique de Roosevelt ou l'Angleterre de Churchill. Vous n'allez pas me faire croire que ces freluquets et ces adorateurs de vacances en Espagne vous font peur. Vous savez, Massu, je m'en fous du camp dira-t-on. Oh, je les entends, les idiots. De Gaulle a pris la tangente, Varenne lui aussi, comme Louis XVI. Il a détalé devant le peuple. Dites-le, Massu. Mais toutes les comparaisons du monde ne m'atteindront pas. Mais enfin, mon général, vous voyez le danger. Tout ce qui a été fait en 10 ans peut être défait en 10 jours. Qui suis-je? Si les Français veulent se suicider, je leur ai proposé la grandeur. Ils veulent le grand soir. On aura fait ce qu'on a pu. Ma décision est prise. Et maintenant, vous allez prendre des nouvelles des Allemands. Et prévenez notre ambassadeur à Bonn. Massu sort de la pièce comme un plongeur en apnée. Et là, il va trouver sa femme. Il est bloqué. Il est totalement écœuré. Il n'y a rien à faire, il veut tout plaquer. Moi, je trouve bien qu'il se retire. Mais, si tu veux le convaincre du contraire, vas-y, Massu. Il insiste pour les Allemands. Eh bien, dis-lui qu'on est en train de les chercher. Gagne du temps. Massu retourne dans le bureau. Vous voyez, Massu, à l'heure qu'il est, les communistes défilent dans Paris. À propos, vous avez eu le gouvernement allemand. Bon, l'Allemagne, ce sera le temps de se retourner. Hein. Ensuite, ce sera l'Irlande. Mais enfin, mon général, vous êtes la France. Enfin, imagine-t-on Jeanne d'Arc se réfugier chez les Anglais? Je vous en prie. Pas les Anglais. Les Irlandais. Ce sont mes ancêtres, Massu. Ma grand-mère maternelle descend directement des McCartan, du comté de Down, dans le Nord. Vous savez, Massu, on retourne toujours à ses sources. C'est un instinct qui m'y pousse. Je vais aller retrouver mes ancêtres McCartan. J'ai une petite idée de l'endroit où je voudrais vivre. La baie de Kenmare, la mer, grise, les églises de granit, les falaises sur la lande. Et là, j'aurai une haute ambition. Je tenterai d'être bibliothécaire. C'est le plus beau métier. Croyez-moi, monsieur. C'est la plus belle des vies. Et là, on entend le bruit d'un hélicoptère au loin. Oh, c'est mon fils. J'ai demandé de me rejoindre avec sa famille. Il faut le mettre à l'abri, lui aussi. Il a tout vécu, Massu. Mener des armées, gagner des guerres, des batailles. Mais dans ce corps à corps, il ne fait pas le poids. Alors il quitte le bureau un instant. Sa femme, qui était ambulancière sur les champs de bataille, lui prend alors les mains. C'est un combat, Massu. C'est une autre forme de combat. Il faut y retourner. Tu dois y retourner. Massu se dirige vers le bureau où se trouve le général. C'est un parrain. Il en a vu d'autres.
il va y aller fort, hein. Il va y aller sans prendre des gants, sans tortiller. Il tire son pantalon, il respire un grand coup, et il pousse la porte. Mon général, désolé de vous le dire, mais vous restez un militaire. Hein? Et le front, ça n'est pas l'Irlande, ni Baden-Baden. Le front, c'est la France, mon général. Et le front que vous allez choisir, c'est un référendum. Oui, mais un référendum, c'est difficile à organiser dans une telle chienlit. Eh bien, s'il s'avère que ce référendum est difficile à organiser, il sera toujours temps de démissionner. Vous partirez, mais sans avoir la honte d'avoir renoncé. Et là, Massu attend la réplique, et elle ne vient pas. De Gaulle, mon général, ne doit pas déserter. Vous ne pouvez pas déserter. Et s'il m'assassine, Massu, hein? Rien ne me garantit qu'on ne veuille pas se débarrasser de moi à mon retour. Un attentat, une exécution politique. Je gêne le Parti communiste, je gêne Pompidou, je gêne les centristes, je gêne la gauche, non communiste. Je les gêne tous. La boîte à chagrin s'est rouverte. Massu l'a trop brusqué. Massu doit maintenant trouver un argument ultime. Mon général, il vaudrait mieux être assassiné que de finir ainsi. Et là encore, Massu attend la réplique, et elle ne vient toujours pas. Personne n'a jamais parlé au général comme ça depuis au moins un demi-siècle. Bien sûr, mon général, je ferai ce que vous m'ordonnez. Mais vous êtes trop vieux pour reprendre la guerre. Ils ne le savent pas, les autres, car vous faites illusion comme les étoiles mortes là-haut, vous savez, dont la lumière nous parvient avec retard. Vous êtes déjà mort, mon général, parce que vous êtes entré dans l'histoire. Vous n'êtes plus parmi eux. La seule liberté qu'il vous reste, mon général, c'est la manière de mourir. Faites en sorte que cette sortie de scène soit digne de vous. Retournez-y. Parlez-leur. Et trouvez le moment, l'occasion pour sortir en beauté. Mais de grâce, faites-le sans le rugissement de la honte, sans la tâche indélébile d'avoir déserté. Faites votre devoir, et votre devoir est de retourner mourir là-bas, dignement. Le général de Gaulle le regarde, longuement. Ses petits yeux perdus sont chargés de gratitude. C'est lui, Massu, le con de la légende, qui a osé. Ce que personne, ni Pompidou, ni son fils, ni son gendre, ni même Malraux n'avait su lui dire. Ne pas se faire voler sa mort. Le général se tourne vers sa femme. Je repars, Yvonne. Je n'ai pas le choix. Massu n'a pas tort. Je ne déserte pas. Je rentre. Je vais peut-être à la mort, mais dans l'honneur. Et maintenant que la décision est prise, eh bien il ne tient plus en place. Il se met à faire des ronds dans le jardin, il s'inquiète des hélicoptères qui sont partis faire le plein et qui tardent à revenir. Et il les voit. Massu, ses deux gradés, sa femme, ses filles, les troufions de la résidence, son fils Philippe, qui ont tous été témoins de cette journée. Ils l'ont vu, ils ont entendu, ils savent. Comme il aimerait remonter le temps, rectifier cette piteuse arrivée, effacer ces heures de déroute intime dont ils ont été les spectateurs. L'hélicoptère emmène le général de Gaulle vers Paris à 16h45. Et le lendemain... Étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple
je le remplirai. Voilà donc pour cette histoire tirée de votre roman qui paraît chez Grasset, Georges-Marc Benamou, Le général a disparu. Le livre va bien au-delà de ce récit. Il y a d'abord le contre-champ de ce qui se passe à Paris, dont on peut dire un mot dans un instant. Mais il faut d'abord raconter brièvement la suite, c'est-à-dire que il y a bien une manifestation qui va être organisée en sa faveur. C'était l'idée de Focard. Ça va se faire. 1 million de personnes, c'est ça, qui vont venir soutenir le général. Alors que le général de Gaulle n'y croyait pas. Que les pronostics donnaient 10, 20, 30 000 personnes, qu'on attendait un échec. Et le livre que vous racontez d'ailleurs fort bien, et je vous en remercie avec beaucoup d'émotion et de précision, le livre se termine justement par cette scène qui est racontée par des témoins, où le général de Gaulle est face aux Champs-Élysées, séparé par des arbres, il ne voit pas les Champs-Élysées, et il attend la rumeur. Et il attend ce rendez-vous avec le peuple, car c'est une histoire d'amour avec les Français. Il n'entend rien pendant quelque temps, et puis il entend la rumeur. Et il entend dans l'oreille le million, qui montre que cette histoire, en tout cas, provisoirement, se finit bien. Mais en tout cas, merci beaucoup de l'avoir fait partager, et votre émotion et votre talent à vos auditeurs. Merci. La suite de la suite, c'est que il provoque des élections législatives, qu'il gagne, mais il va perdre 1 an plus tard le référendum, le fameux référendum qui portera sur la réforme du Sénat et des collectivités locales, et il va donc démissionner, et il va finir par aller en Irlande. Et moi, je crois à cette hypothèse d'une mort différée, c'est-à-dire qu'il était parti pour choisir sa mort politique en mai 68 dans une histoire de désamour violent. Les Gilets jaunes, c'est rien à côté de ce qu'il a vécu. Et cette idée d'Irlande, le Floyd qui vient de mourir en parlait. Il pensait aller en Irlande, en tout cas c'est mon hypothèse, car on a beaucoup raconté d'histoires. La légende officielle, protégée par le général de Boissieu, qui était son gendre, a essayé de protéger ce mystère historique, qui reste un mystère, et moi je prétends que c'est la véritable hypothèse. C'est pour ça que j'ai choisi à la fois ce roman fondé sur des sources C'est-à-dire, sérieuses. en essayant d'entrer dans la psychologie du général, vous pensez que vous avez touché juste. Il était en vérité, d'abord vieux, 77 ans. Vieux, n'ayant pas dormi depuis 10 jours, sur un fond assez dépressif, voire suicidaire. C'est la thèse de Christine Clair, qui a écrit un très bon livre là-dessus. Dans un palais absolument indéfendable, avec 10 millions de grévistes, des ministres qui ne répondent plus, des flics épuisés. Enfin, ça rappelle les Gilets jaunes. Et c'est vrai que je finissais ce livre pendant que M. Drouet et ses amis voulaient prendre l'Élysée. Oui. Ce qui était la grande terreur des policiers de mai 68, car l'Élysée n'est pas protégeable. Si vous avez 2000 personnes déterminées, vous ne pouvez pas tenir l'Élysée. Alors, jusqu'à quel point est-ce que vous avez inventé, vous êtes journaliste, c'est-à-dire que bien qu'étant romancier, vous êtes obligé de vous appuyer sur le réel, c'est constitutif de ce que vous êtes. Vous avez vu des gens, vous avez vu des témoins directs. Est-ce que le colonel de Boissieu, devenu général, a fini par parler? Qu'a dit Floyd? Est-ce que Massu a dit des choses sur tout ça? Les témoins ont hélas disparu, à part Floyd. Floyd qui a écrit 2 livres tout à fait passionnants. Moi, je me suis fondé sur les faits, les mémoires des témoins. Des témoins de premier rang comme Floyd, comme les médecins qui étaient dans l'hélicoptère, comme le récit qui a été fait par cette personnage extraordinaire qu'est la femme générale Massu, Toto, Suzanne Torres, Toto, qui est une héroïne cachée de ce livre, qui a fait, au soir du départ de Gaulle, au regard de l'histoire, elle a dit, comme une professeure, elle a dit à tous les présents, ses 2 filles, etc., son mari, les amis de sa fille, écrivez-nous tout le récit. Donc ces récits sont conservés, et Massu s'en est servi quand il a écrit ses mémoires. Mais qu'est-ce qu'il dit Massu dans ses mémoires? Pour aller vite, il y a 2 thèses. La thèse glorieuse, histoire officielle, colonel de Boissieu, c'est De Gaulle était tellement génial que tout ça c'est un coup machiavélique pour que l'opinion se retourne. Pour réveiller les Français. D'accord. Ça, c'est l'histoire bienveillante. Je pense, soutenu par les mémoires de Georges Pompidou, qui est le Premier ministre à l'époque, et de Massu, à la thèse de la défaillance. C'est un homme qui perd pied, qui est fracassé, car le pays ne répond plus, c'est la fin d'une histoire d'amour, et il s'en va pour vraiment partir. Il faut savoir que De Gaulle est parti à claquer la porte du pouvoir, déjà en 1946, enfin, qui a un passif, et sur un personnage qui est fatigué, vous le disiez, 78 ans, et qui vit un chagrin d'amour, car la France qui manifeste, ce n'est plus sa France. C'est finalement une histoire de désamour violent et pathétique, c'est ça qui est émouvant.
Je vous ai raconté aujourd'hui, dans une version romancée, tirée du livre de Georges-Marc Benamou qui paraît chez Grasset, le général a disparu, la fuite du général de Gaulle à Baden-Baden en mai 1968, et Georges-Marc Benamou est là pour le débrief. Alors je voudrais qu'on reprenne les choses au tout début, cette manifestation communiste du 29 mai. Les renseignements généraux étaient totalement parano sur l'hypothèse d'un envahissement de l'Élysée par les communistes et la CGT. C'était sourcé, c'était solide, leur crainte, ou c'était une hypothèse improbable? Écoutez, il y a encore des passages mystérieux. Il faut savoir que le lundi même, il parle le jeudi, le lundi même, les accords de Grenelle ont été négociés, décidés à 7h du matin. À 10h, pour se souvenir que l'augmentation du SMIC était de 35%. C'était ça, il résultait des accords de Grenelle. Ouais. Le patron de la CGT annonce à Boulogne, à 30 000 personnes, les résultats de Grenelle, 35% d'augmentation de SMIC. Il se fait jeter. Il est mis en minorité. Les chefs communistes sont mis en minorité, donc la base populaire était très très chaude et on pensait que le Parti communiste devrait suivre sa base. Deuxième élément, il y a des éléments de déstabilisation très étranges. On peut se demander par moment, alors c'est peut-être là, c'est le côté House of Cards de cette histoire, si du côté de la droite, certains n'avaient pas intérêt à propager une ambiance de panique pour faire partir le général de Gaulle. Pour faire partir le général. Est-ce que sa femme a vraiment été conspuée dans la rue à ce carrefour du 17e Absolument, arrondissement? elle a été conspuée à 2 reprises. Au bon marché par des ouvrières grévistes, et elle a dû être exfiltrée parce qu'elle faisait ses courses elle-même pour acheter ses produits, etc. Elle ne se faisait pas livrer, Madame de Gaulle. Bon marché, entourée par des grévistes, et ça a failli mal tourner. Elle est exfiltrée par le service de sécurité, et elle en sort un peu secouée, cette vieille dame, bien mise, etc. Et 2 jours plus tard, dans le 17e arrondissement, côte-côte avec une voiture, un homme à la déesse, vous l'avez dit, un bourgeois. Vous avez entendu quoi? Un homme à la déesse, à l'époque, qui conspue Madame de Gaulle. Pour de Gaulle, ça vaut tous les référendums. Donc ça l'a beaucoup choqué, et je le raconte, c'est assez émouvant, et le soir, elle craque. Pour vous, c'est un déclic, parce que... Pour moi et pour Georges Pompidou. Bon, Georges Pompidou, dans ses mémoires, dit c'est la goutte d'eau qui a fait partir de Gaulle. Ouais. Alors la scène du départ, vraiment personne n'est au courant, en dehors de Pompidou qui a deviné qu'il partait mais qui ne sait pas où il va, et du colonel de Boissieu. Il dit, le colonel de Boissieu, effectivement, il dit qu'il part à Colombey. Ouais. Et il ment à tout le monde. Il ment à tout le monde parce qu'il pense que la sécurité militaire peut l'inquiéter. Il pense que, alors seul, il laisse entendre à son ministre de l'Intérieur qu'il voit la veille au soir, Fouché, que peut-être il va se passer quelque chose, etc. Mais secret absolu, il n'en parle même pas à son fils. À partir de quand, à Paris, est-ce qu'on sait qu'il est à Baden-Baden? Vers 14h30. C'est-à-dire au moment où il est déjà là-bas depuis, 1 heure? Oui, on l'a perdu. Et à un moment donné, le général de Boissieu leur annonce que le général a disparu, et on est en pleine fête de fiançailles. C'est-à-dire que le fils de Georges Pompidou est en train de se fiancer, et on fait la fête, même si la révolution est à la porte du palais, puisqu'il dit allez, marions-nous, que nous soyons morts ce soir ou pas, nous serons mariés. Enfin, c'est ça l'ambiance. Chez les Pompidou, on fait la fête avec les insurgés, couteau entre les dents, qui sont dehors. Vous ne semblez pas avoir eu du mal à jouer la parano avec 68. Vous n'avez pas aimé 68, vous, Georges-Marc Benamou? Moi, je suis pas un 68ard. Moi, Parce que, à l'origine, vous étiez un homme de gauche. Vous avez je suis un homme de gauche, mais vous avez aussi un peu bougé bien. depuis, mais... Non, pas tant que ça, mais aussi bien François Mitterrand, que j'ai beaucoup fréquenté, que j'ai interrogé, que De Gaulle n'avait pas une considération immense pour mai 68. Et vous non plus. Parce qu'on sent assez aisément, vous avez dit du mal de cette révolution dans ce livre. Le petit enfant que j'étais n'avait pas une passion pour mai 68, et il y a eu des progrès de mœurs, il y a eu une ouverture de la société, mais je ne suis pas sûr que ce soit la révolution fondamentale qu'on nous a vendue depuis. Moi je suis un petit enfant de mai 68, comme vous d'ailleurs, Christophe. Le général a disparu de Georges-Marc Benamou paraît aux éditions Grasset. Il faut qu'on parle de Massu, parce que le sel de cette histoire, ce qui peut paraître d'ailleurs difficile à comprendre pour nos auditeurs, c'est que il va voir Massu, alors que Massu a failli être un général félon en Algérie. Ça s'est joué à peu. Il n'est pas dans les putschistes, mais parce qu'on a pris soin de le rapatrier, c'est ça. Il n'y en a pas gardé de grief. Mais il faut dire plusieurs choses. Massu, c'est à la fois le con de la légende, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est assez injuste de dire, ne pas. Je n'ai fait que le reprendre. Et c'est aussi en même temps l'homme
sans lequel le général de Gaulle ne serait pas redevenu président de la République en 1958. C'est lui qui, au Forum d'Alger, en tout cas pour nos auditeurs, il faut rappeler, en pleine crise d'Algérie, devant les militaires prêts à faire un putsch, cette fois, en 1958, fait appel au général de Gaulle. Sans Massu, qui est le proconsul de l'Algérie, il n'y a pas de Gaulle. Il lui amène l'armée, il lui amène ceux qui vont basculer vers le putsch. Donc il est président grâce à Massu. Mais effectivement, il aura peur de Gaulle. Il aura peur parce c'est un grand paranoïaque aussi. Il va liquider tous les généraux qui l'ont amené au pouvoir, dont Massu. Et Massu est finalement, c'est un grognard fidèle. Il est très blessé. Il faut dire que Massu, pendant 6 ans, il va être au trou avant d'avoir le beau poste de Baden-Baden. Que de Gaulle, il a passé 6 ans au trou. Il a passé 6 ans au trou. Et quand il voit à poil dans son truc, il est bourré parce qu'il a bu de la vodka avec toute l'armée soviétique la veille, il se dit, mais les emmerdes arrivent. Oui, parce qu'il dit, vous lui faites dire une chose, pourquoi est-ce qu'il nous choisit, nous, après tant d'années? C'est qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps? Ils ne se sont pas vus depuis une engueulade absolument monstrueuse de 1960 dans le bureau de De Gaulle, où 8 ans plus tôt. De Gaulle se tape sur son bureau, il se casse la montre. La montre bracelet est cassée. Des gens interviennent pour éviter que De Gaulle saute sur Massu. Non mais Et pourquoi il le choisit, lui, à ce moment? Parce que Massu, c'est aussi ce chien fidèle qui était là en 1940 avec les Français libres, avec le général Declercq, parce que c'est peut-être pas un mondain des circuits officiels qui le lasse, qui sont biologiquement décomposés, comme disait De Gaulle. Et finalement, l'histoire montrera qu'il a trouvé finalement sur son chemin Massu, qui l'a ramené à la raison. Et il le voit quelques mois plus tard et il lui dira merci. Alors ce qui est incroyable, c'est qu'il bascule assez vite face à Massu, et il rentre, finalement, cette escapade n'a pas duré plus de 2 heures, 2h30, 2h45 en vérité. Oui, il disparaît véritablement des radars de 11h à 18h. Ouais. Mais ça va créer une panique dans la République, une panique dans les élites, une panique chez Pompidou, point que certains alliés de Georges Pompidou disent « il faut saisir l'occasion, on ne va pas laisser De Gaulle s'en va ». Mais c'est votre heure, Georges Pompidou. Donc, il y a des manœuvres pour que Pompidou enfreigne la règle constitutionnelle. De Pompidou lui-même dit que si De Gaulle était parti, il aurait frôlé la ligne jaune, c'est-à-dire qu'il n'aurait pas respecté la Constitution, car on ne voulait pas redonner le pouvoir à M. Monerville, à Mitterrand et aux communistes. Enfin, on est dans une autre France d'il y a 50 ans, et le pouvoir va partir. Quant à la gauche, je la raconte dans un chapitre, ils se perdent, comme aujourd'hui, dans les divisions, les querelles, et ne se mettent d'accord que au moment où De Gaulle revient. Ils sont un petit peu largués dans cette histoire. On sent de la tendresse de votre part pour le général. Vous avez été proche de 2 présidents de la République, François Mitterrand d'abord, Nicolas Sarkozy ensuite. On sait votre attirance pour les gens de pouvoir. Celui-là, pour une question d'âge, vous n'avez pas pu l'approcher, jamais, mais on sent que vous l'aimez, en fait. Écoutez, moi, on a souvent parlé de mes relations avec les présidents de la République. Moi, j'ai beaucoup de passion et d'attachement pour ces personnages shakespeariens, véritablement, au sens où les monarques sont l'exagération des défauts et des qualités humaines, mais ils sont beaucoup plus attachants au crépuscule. Mitterrand était attachant au crépuscule, pas au moment de sa grandeur. De Gaulle est attachant au crépuscule. Il vous faudra revoir Sarkozy, alors. Peut-être plus tard. Sarkozy au crépuscule. On peut attendre quelques années. Quelques années. Le livre de Georges-Marc Benavou, je vous le conseille. Le général a disparu, paraît aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.